Bienvenue dans Sans Alcool. C'est le seul podcast en France dédié entièrement à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Marine Bohin. Comment tu vas, Marine ? Et bonjour à tous, bonjour, je suis ravie d'être ici en tout cas, avec toi. Je On vais est très bien. trop fiers de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, alors donc, je m'appelle Marine Bohin, je suis comédienne et également journaliste cinéma. Voilà, c'est une double casquette un petit peu particulière, mais que j'arrive plutôt à bien gérer, notamment ces dernières années. Voilà, vous m'avez peut-être vu dans le film Bel Enfant, aux côtés de Baptiste Le Caplin, dans lequel j'ai la chance de jouer le premier rôle. Il est sorti en salle l'été dernier, été 2024. Et par rapport à mes activités de journaliste, vous pouvez notamment me retrouver dans le magazine SoFilm, qui est l'un des magazines dans lesquels j'officie. Baptiste Le Caplin, je sais qu'il ne boit plus d'alcool. Ouais. Il a jamais bu. Il a jamais bu ? Ouais, il a jamais bu. Alors après, je peux peut-être me permettre d'en parler parce que lui, il me semble, en parle assez librement, hein. Donc, Tout à fait, oui, c'est pour ça que j'en parle aussi. en fait, Baptiste, c'est vrai, sur le tournage, quand on tournait, et il y avait notamment toute une partie qui se tournait en Italie, près de Gênes. Et donc, c'était vraiment, pour le coup, des conditions qui étaient merveilleuses, qui étaient hyper privilégiées parce qu'on tournait dans une très grande villa qui servait de décor. Et le soir, on mangeait tous ensemble. Et on avait eu un partenaire de champagne. Et Ah, donc, on avait chacun droit à une petite coupette le soir, etc. Et ça, c'est vrai que Baptiste, lui, c'est quelque chose qui l'intéressait pas du tout. Lui, il partait faire du sport, en fait. Il partait courir 2 heures. Et il faut savoir que l'endroit où on était, c'était un village, donc dans les hauteurs de Gênes, c'était comme ça. Mais il partait tous les soirs courir, je sais plus, 10 ou 20 bornes, parce qu'il est complètement accro au sport. Et en revanche, il n'a jamais bu d'alcool parce que, alors lui, ce qu'il a coutume de dire, c'est que il a grandi dans un milieu un peu compliqué où il y avait beaucoup d'alcoolisme, quoi, et où ok. vraiment, il en a tout de suite eu une image. En fait, il a jamais vu l'alcool comme quelque chose de festif et d'agréable, il me semble, mais plutôt comme vraiment un danger qui rendait les grandes personnes, ben, pas elles-mêmes, quoi. Ouais, il en a eu un dégoût, hein, au final. Hein. C'est quelque chose... Ouais, totalement, totalement. il Et je s'en est- pense qu'il a jamais eu envie de tester. Et comme c'est quelqu'un qui est très énergique et qui se fait, enfin, voilà, qui s'est fait aimer des gens, qui a trouvé sa place dans le monde grâce à l'humour, en fait, je crois ça n'a jamais été une envie pour lui de commencer à boire, j'ai l'impression. Bon, après, pardon Baptiste, je veux pas non plus faire ça. Mais, mais Parce moi, que il me semble que oui, c'est ça. Il s'est peut-être pas construit comme adulte, comme la plupart des gens, avec cette impression que l'alcool faisait partie de la sociabilité, quoi, finalement. Lui, peut-être que c'est l'humour qui a pris cette place, Mais qui lui a permis. c'est ça qui est cool parce que de pouvoir passer par un biais différent, tu vois, et de rester soi, parce que c'est important aussi. Tu parlais du tournage, ça fait quelqu'un qui est à part au reste de l'équipe. Si quelqu'un part courir et qui fait pas, entre guillemets, la fête à table, et puis il y a du champagne, et puis... Honnêtement, sur un tournage, non. Parce que toute la journée, en fait, être sur un tournage de cinéma ou de télé, hein, ou de série, c'est quelque chose qui est tellement de l'ordre du collectif que dans tous les cas, dès le matin, tu es avec toute une équipe toute la journée. Et donc, qui est vraiment, bon, même quand tu es acteur et même quand tu fais partie du rôle principal, tu es dedans, quoi. Voilà, tu es au sein de cette équipe. Donc, les gens, tu as l'impression de les côtoyer toute la journée. Donc, sincèrement, je veux dire, moi, si le soir, en tant que personne d'une équipe de tournage, s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas là le soir, je m'en rends à peine compte. Enfin, tu Je vois, je me comprends. dis, bon, bah, peut-être il ou elle est fatigué, parti dormir. Enfin, on a tellement été ensemble toute la journée, c'est pas grave non plus. Après, c'est vrai que le soir, souvent, c'est aussi le moment où tu crées des liens. Peut-être un petit peu plus parce que justement, tu relâches de Tu la lâches la journée. pression, ouais. C'est un peu de comment ça s'est passé. Nous, on avait vraiment cette immense chance, encore une fois, d'être dans un contexte idyllique, mais en plus de ça, d'avoir une très bonne ambiance. Vraiment, c'est pas toujours le cas parce que t'as des tournages où c'est très stressant et très stressé. Sur le film Belle Enfance, c'était pas du tout le cas. J'ai pas eu l'impression, non, non, que Baptiste, ça l'exclut. Pas du Ok. tout. J'ai Et alors pas du tout. pour toi, Non. tu vois, justement, on dit souvent que l'entourage, il est hyper important parce que, bah, tu sais, il y a le côté un peu mimétisme et puis il y a un peu l'effet de groupe aussi, tu sais. Est-ce que quand tu es avec des personnes, par exemple, moi je sais que pour la docu-série, quand on a fait le tournage, personne ne fumait et personne ne buvait. Et en fait, ça devient normal, tu vois. Il n'y a pas de truc de tentation. Non, Pourtant, encore à l'époque, je fumais, mais j'ai pas fumé ouais. parce que personne ne fumait, tu vois.
Est-ce que tu veux dire que sur le tournage, peut-être, il y avait un truc où on s'entraînait tous à boire une petite coupette le soir? Est-ce que le soir, si quelqu'un débouche une bouteille, est-ce que ça te donne l'envie d'aller suivre Bien sûr, bien sûr. Parce que en plus, on a le côté, c'est la fin de la journée, donc c'est la récompense. Ça, on le sait, c'est l'un des pièges dans l'alcool, hein, évidemment, c'est Il la est récompense. horrible ce piège, de Côté, ah la bah, et moi, récompense, en fait, de tu sais que moi, décompresser. c'est totalement, voilà, moi, c'est totalement l'une de mes faiblesses. Voilà, c'est le côté. Alors, moi, c'est plus dans ma vie, c'est plus à la fin de la semaine. Parce Ok, que, voilà, j'ai plus eu une consommation comme ça qui était sage dans la semaine, voire pas du tout d'alcool, et une mûre le vendredi soir, quoi. ok. Donc, c'est vraiment à la fin de la semaine, j'ai bossé, j'ai été sage, là, j'ai le droit, parce qu'en plus, demain, je travaille pas, donc on peut y aller, quoi. C'est Ouais. fou ce côté récompense de on a bien fait nos devoirs et on peut aller jouer, tu sais, comme un enfant. Tu vois, Et voilà. c'est fou que comme on lâche les garde-fous en se disant, bah, de toute façon, j'ai pas de responsabilité demain, donc Ouais. je peux me mettre la tête à l'envers et le lendemain, tant pis, et je sais. Ouais, alors que moi, je me rends compte, enfin voilà, maintenant que je remets tout en question, enfin, toutes mes consommations en question, je me rends compte que en fait, le lundi, je le paye encore. Oui. Donc, le vendredi soir, il n'est pas sans conséquence, en fait. Et, euh, et j'ai toujours cru que c'était pas le cas parce que j'avais un peu ce super pouvoir, comme je l'appelais, de ne pas connaître la gueule de bois. C'est Ok. toujours le cas. Je n'ai jamais connu la gueule de bois. C'est-à-dire, j'avais pas mal à la tête, j'avais pas mal au ventre, j'avais pas juste envie de dormir, quoi. Finalement, juste un petit peu mou. Je me sentais un peu molle, mais et donc je me disais, mais c'est bon, lundi, je suis fraîche, quoi. Enfin, et en fait, j'ai découvert et réalisé assez récemment d'ailleurs que c'est ta santé mentale surtout qui trinque. Enfin, moi, en tout cas, dans la façon que j'avais de consommer dans ma vie, c'est la santé mentale. C'est tes émotions, c'est ta psychologie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui n'est pas du tout remis à niveau 2 jours après. C'est-à-dire que tu repars pour une semaine de travail où tu dois être motivé, où tu dois avoir de l'énergie, mais ton cerveau, il est encore sous l'effet de cet alcool que tu as bu en grande quantité le vendredi soir. Et en fait, il le paye encore jusqu'au moment finalement où il est débarrassé, où il est purgé de tout. Et là, tu lui remets une mûre du vendredi soir. Donc, voilà. Pour être très, très, très transparent avec les auditeurs, toi, tu n'as pas arrêté pour Enfin, de bon l'alcool. hum. Ça fait 1 an que tu te poses des questions, que tu t'es remis en Euh, question. Comment tu dirais? ouais, ouais, c'est en fait l'été dernier. Donc là, ce type de consommation que je décris a été ma vie pendant très longtemps, pendant peut-être 10 ans, une bonne dizaine d'années, et sans aucune culpabilité. Et j'avais même plutôt l'impression de bien gérer. Et en fait, l'été dernier, il y a, on va dire, quelque chose de mon passé qui est revenu. Je peux pas en parler, mais voilà, qui est revenu à moi, et c'était sous la forme d'un coup de fil, et c'était quelque chose qui a été profondément angoissant quand j'ai Ok, reçu ce fil-là. Et la première chose, c'était en juin 2024, et la première chose que j'ai eu envie de faire et que j'ai eu et que j'ai faite, c'était de boire un demi de bière. ok. Dans les faits, on pourrait se dire rien de grave. J'avais rien à faire juste après, ça paraissait presque anodin. Mais j'interrogeais ça, je me suis dit, t'as ressenti une grosse T'as bouffée un d'angoisse. choc émotionnel La première énorme. chose que tu as fait, c'est Ouais. toute seule choper un demi de bière et le boire quasiment cul sec. Et je me suis dit, bah là, en fait, Marine, on n'est plus dans la consommation festive, là. C'est bien la preuve que ça n'est pas que ça. Tu t'es persuadée, tu t'es convaincue des années entières que tu n'avais qu'une consommation festive, même si elle était dans l'excès. La preuve que non. Et surtout, je me suis dit, tu vas être amené dans les mois qui vont suivre à peut-être devoir faire face à donc des choses compliquées de ton passé que tu vas devoir gérer. Bah, tu peux pas les gérer avec de l'alcool. Si à chaque fois si à chaque montée d'angoisse, tu as envie de boire une bière, là, ça va poser souci. Et donc, je me suis dit, je vais me faire suivre par un addictologue. Ok. Pour être honnête, j'étais pas sûre d'en parler aujourd'hui parce que je Ok. trouve que c'est très stigmatisant de dire un addictologue. Tout de suite, on a l'impression que bah, tu prends du crack, quoi, ou que t'es mal, et tout ça, vraiment. Mais j'étais justement là pour déconstruire ça. Au contraire, il faut Ah, normaliser. C'est toujours ces gros mots, tu vois. Alcoolique, c'est un gros mot. Addictologue, c'est un gros mot parce qu'on en a ouais. fait des choses, tu vois, genre extrêmes. Mhm. Et Ouais. c'est pas le cas. Et justement, ton témoignage permet justement de Mhm. dédramatiser, de montrer qu'en fait, c'est bien de comprendre des choses, que c'est bien d'assumer aussi. Tu sais, il y en a, ils peuvent essayer de fuir. Et justement, l'alcool, c'est souvent la fuite. Non, au contraire, c'est une force pour moi, franchement. Et en plus, tu montres que, bah, en fait, on normalise ça. Et ça, c'est beau, tu vois. Parce que plus on va en parler, plus on va le dire. Et ça est le cas. On est vraiment dans une mouvance et dans une vague. Mais ça normalise qu'en fait,
on a le droit de comprendre des choses de notre passé, des Certain. choses de même Ouais, pas, on bien n'est pas sûr. obligé d'aller dans l'enfance, mais de comprendre des choses sur soi et de travailler sur soi. Tu le disais tout à l'heure, d'arrêter l'alcool temporairement parce que tu sais que lundi, faut que tu sois une. On est un peu des sportifs, hein, tu sais, c'est ton corps, c'est ta machine. Donc, si tu te veux te faire du bien, et tu l'as dit, il y a le psychique et il y a le corps. Oui, parce qu'on n'est pas fou, mais on est juste fragile. Voilà, on est tous fragiles. Ça veut pas dire être fou, c'est On a juste tous avoir des des choses à psychiques. régler, on est tous humains, Ouais. on a tous des émotions, que ça soit dans le bonheur ou dans la tristesse et en fait, d'être accompagné, on nous a pas appris beaucoup de choses, moi, je pense sincèrement. On nous a appris à faire des choses, mais pas à être, à ressentir les émotions et on a le Tout à droit fait. d'avoir un coup de main parce qu'en fait, on devrait être à l'origine, on devrait nous l'apprendre ça et on est passé à côté et en fait, Ouais. qu'est-ce qu'on prend pour, combler ou pour «nous aider» entre guillemets à faire face à des choses qu'on connaît pas? Bah, souvent on tombe dans des addictions, dans des choses, que ça soit, voilà, là on parle d'alcool, mais ça peut être, les jeux vidéo, le sport à outrance, le sucre, n'importe quoi. Donc si on peut comprendre qui on est, je suis Ouais. persuadé et grâce à toi, tu vois? Parce que tu démocratises ça, vraiment bravo pour ça et vous êtes de plus en plus et moi c'est pareil, je fais de la somatique, je fais de l'hypnose, j'ai des trucs à régler du passé et je comprends maintenant pourquoi j'ai bu. Après alors, c'est vrai que moi, un peu, j'ai doublé ça avec le fait de commencer une analyse aussi, chose que OK. j'avais jamais faite, donc super. Et c'est vrai que pour revenir à l'addictologue vraiment, moi déjà, ça m'a permis donc en effet de parler à quelqu'un uniquement de ça, uniquement de consommation et cetera, donc et puis quelqu'un dont c'est le métier quoi, donc ça m'a permis aussi quand même, de checker, 2-3 trucs par rapport à ma santé. Parce que, bah, voilà, que ce soit, les poumons, le foie, tout ça, donc heureusement tout va très bien, mais bon, bah, pour le moment, donc voilà, donc justement, c'est le bon moment pour changer un peu des choses dans ma vie, donc ça, c'est aussi important, quoi, et puis il m'a donné quelques outils qui m'ont justement permis de commencer à questionner toutes mes consommations et donc telles que les colonnes de Beck, OK. par exemple, donc c'est-à-dire, C'est quoi les colonnes de bec? c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire tout seul, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir envie, donc de consommer, hein, donc c'est selon son addiction, son problème de dépendance, on va, noter, l'intensité de son envie, la, situation, quelles sont, les, émotions qu'on ressent à ce moment-là, donc ça permet vraiment de faire un travail d'auto-analyse et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? À quoi on peut penser à la place? Et puis finalement et ben, une fois que l'envie est passée, comment est-ce qu'on se sent, quoi? Et donc ça, c'est hyper intéressant et c'est vrai que quand on commence à s'auto-analyser comme ça, je trouve qu'on peut plus trop faire marche arrière et c'est hyper intéressant parce que, ça y est, moi, je suis ouais, en effet, je suis plus du tout dans un rapport, décomplexé, grâce à tous ces outils que j'ai mis, en place. J'ai fait un arrêt, de 1 mois en avril, OK, bravo. je le refais en septembre et je me pose totalement la question de la sobriété totale. OK. Voilà, je me la pose, vraiment. Et plus tu fais travailler ton cerveau, je pense, tu vois? Plus, tu dois te poser des questions sur ta consommation. Tu vas te dire: Exactement. est-ce qu'en fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle vraiment?» Tu vois? Est-ce que Alors moi après le truc aussi qui était un peu justement piégeux, c'est que, tu vois, genre justement sur le tournage où don en effet on buvait une coupe, c'est on buvait qu'une coupe. Donc il y avait pas tu vois, en fait, on savait qu'on ne se mettait pas du tout en danger pour le lendemain, que moi ça n'affecterait d'accord, OK, voilà, tu vois? C'était soit je buvais pas, soit machin. Par contre, la soirée de fin de tournage, ouais, là je ne me rends pas combien j'ai bu, tu vois? Parce ouais, que là, il y avait un lâcher prise. Et donc, c'est vrai que comme moi, ça n'est que dans des enfin, c'est rare, c'est très rare quand même que je boive en semaine. Donc en effet, c'est que quand je ne travaille pas le lendemain, donc il y a ce lâcher prise qui fait qu'en effet, comme tu le dis, il y a des moments où clairement je ne sais même plus combien j'ai bu. J'ai aussi mis un autre outil en place sur les conseils de mon addictologue. C'était, j'ai téléchargé l'application, ça a changé de nom, c'est Option Zéro, il me semble, je regarde OK, en même temps, Option Zéro et où du coup tu renseignes vraiment, faut s'astreindre à ça, hein, faut être un petit peu, rigoureux et puis faut faire face aussi à ses consommations, faut pas voilà. C'est tu renseignes tous les jours exactement quel alcool tu as bu, OK, combien, si tu n'as pas bu non plus, avec qui tu as bu, dans quelles conditions, à d'accord, quelle journée. Alors il y a pas l'aspect émotionnel, donc c'est bien aussi de voilà, de faire ça conjointement avec les colonnes de Beck pour s'analyser émotionnellement. Mais là, en fait, c'est purement à la fin, tu vois, bah, combien tu as bu sur la semaine, combien tu as bu sur le mois. Il y a des moments où en effet, tu fais: «Bah, vendredi soir, je ne sais plus combien j'ai bu». Donc là, tu te dis: «Bah, là, c'est un vrai problème». C'est que là, je ne sais même plus combien j'ai bu, je ne peux même pas le dire. Et donc tout ça, ça te met face vraiment à tes consommations, tu peux pas fuir.
Et ça fait partie de la prise de conscience. Parce que, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, interroger ses consommations, bah, en fait, on se rend très vite compte que c'est lié aux émotions et à l'anesthésie. Moi, pendant longtemps, j'étais convaincue que ce que je cherchais dans l'alcool, c'était l'intensité. Parce que j'étais quelqu'un qui était toujours dans la recherche d'intensité, il fallait toujours que ça soit fort, que j'ai eu des choses incroyables. Et en fait, je me suis rendu compte que non, 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 c'est juste j'anesthésie mes émotions. Voilà, oui, je recherche l'intensité, mais ça, j'ai plein d'autres outils pour le faire. J'ai plein de façons. J'ai mon travail, j'ai le sport, j'ai mes amis, j'ai mes hobbies, j'ai plein de façons. Et ça, je les maîtrise, il n'y a pas de souci. Donc non, l'alcool, il est là pour anesthésier, pour mettre. C'est bizarre, j'ai fait une tartine de beurre. Au moins, t'es Mais oui, allongé, tu vois, on te en fait, pose. l'alcool est vraiment là pour Ouais. que. Parce que inconsciemment, c'est trop difficile de ressentir des émotions. C'est trop, on est plein je crois que les gens qui boivent et qui ont tendance à boire à outrance, à aimer ça, en tout cas, je crois qu'on est des personnes qui, euh, qui sommes pleines d'émotions et on ne sait pas quoi en faire, en fait. Ça déborde et du coup, ça nous gêne et puis la société ne nous apprend pas qu'on a le droit d'en avoir et du coup, bah, un petit verre, ça. Pour les auditeurs, toi, tu vois, on parlait justement de cette semaine de travail, puis cette récompense. Tu penses que ça vient de quoi? On a été formaté comme ça, Alors déjà, clairement, oui, c'est une drogue légale en France, hein, donc malheureusement, on est conditionné par les lobbies, etc., sans vouloir me la jouer complotiste, mais on le sait qu'en France, autant on n'a pas le droit de fumer des joints, autant l'alcool, bah, tout est montré, enfin, tout est fait pour nous faire croire que c'est normal d'en consommer tous les jours, que ça fait partie du charme de la France, et même ça fait de nous des gens qui savent bien vivre, enfin, qui savent bien vivre, quoi, on nous fait croire ça. c'est vrai que c'est Donc, c'est- c'est ça y est, même ça. valorisé, quoi. On est un bon Ouais, voilà. vivant, on est un bon Français. Ouais, ouais. Déjà, donc pour moi, il y a vraiment un truc, bah, malheureusement, qui n'est même pas de notre ressort et c'est très dur de combattre ça. Personnellement, moi, après, je crois que j'ai eu un cheminement avec l'alcool, un parcours qui est peut-être un petit peu atypique. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais pas du tout entourée, quand j'étais enfant, pardon, quand j'étais enfant, j'étais pas du tout entourée d'adultes qui buvaient de façon problématique. En fait, je voyais même pas l'alcool autour de moi, c'est-à-dire, je pense qu'il y avait vraiment juste de la part de mes parents un tout petit verre le soir en mangeant, enfin. Donc, à la fois, c'était normalisé et en même temps, je voyais pas d'excès. Donc, Ok. pour moi, ça n'était pas un danger. C'était quelque chose de non existant C'était pour moi. basique, ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Et donc, peut-être que je n'ai pas eu ce dégoût comme pas mal d'enfants qui ont des parents alcooliques ou quoi ont. Et quand je suis devenue ado, mais vraiment à 13 ans, à l'époque, on commence à boire, on commence à expérimenter. C'est très triste ce que je vais dire, mais j'ai très vite compris qu'en tant que fille, j'étais une proie et que l'alcool me rendait encore plus une proie. Enfin, faisait encore plus de moi une proie. Et parce que je voyais autour de moi des filles de mon âge, je voyais comment les garçons se comportaient, je ressentais tout ça et j'ai très vite senti le danger de l'alcool. Et je me suis dit, bah, enfin, si tu es dans une soirée, dans une boue, enfin dans une soirée, bah, en fait, tu es d'ores et déjà une proie par rapport au mec. Et là, si tu bois, en fait, tu te mets en danger. Alors, on devrait même pas se dire ça, hein. On devrait se dire, ce sont aux gens de ne pas abuser de notre faiblesse. Mais bon, malheureusement. Et donc, Et ça fait que perdre. pendant toute mon adolescence, en fait, je me rappelle que j'ai fait semblant de boire hein, beaucoup. En plus, j'avais vraiment une image de rebelle. Ça, c'était plus au lycée. Mais c'est drôle, je faisais semblant de boire. Genre, j'avais la même bière à la main toute la soirée. Alors, ah, si, j'étais peut-être un tout petit peu euphorique, mais jamais, je ne crois pas du tout m'être pris une cuite. J'ai pas connu la cuite de l'adolescence. Je n'ai pas connu ça parce que je l'ai évité soigneusement. T'as évité la perte de contrôle. Perte de contrôle égale danger. Et le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai été à la fac, j'ai commencé à avoir de graves troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. Et l'anorexie et la boulimie, bon, là, c'est vraiment une très légère digression. Mais d'ailleurs, maintenant, on commence à comprendre aussi que c'est une addiction aussi. C'est une maladie mentale qui affecte le cerveau, qui affecte notre rapport au monde, notre rapport à notre corps, donc qui change vraiment notre cerveau, comme l'alcoolisme peut le faire. On y vient, Mais oui. c'est aussi vraiment une addiction. En fait, on est dans un rapport à la nourriture où à la fois on est accro au fait de se priver, en même temps, enfin, là, c'est très compliqué, on en voit autre chose. Et comme j'étais très gravement anorexique, évidemment, je ne buvais pas, puisque l'alcool, c'est des calories. Oui. Et également, quand on est anorexique, on est dans un besoin de contrôle absolument obsessionnel, qui fait qu'on contrôle tout ce qu'on met dans notre corps, toute la nourriture ou les liquides qu'on ingère.
mais on contrôle aussi nos rapports sociaux parce que on peut pas avoir des rapports sociaux normaux puisque les gens vont voir qu'on ne mange pas. Donc on fuit les gens. On fuit les soirées, on fuit les apéritifs, on fuit les dîners, tout ce que quelqu'un de 18 ans devrait faire en fait. Et moi, du coup, je m'enfermais dans un truc qui était assez solitaire. Et lorsque j'ai réussi à me sortir de ça, ça m'a pris quand même 6 ans de Ah ouais. graves problèmes, ouais, bah, psychologiques et malheureusement également physiques, puisque il en découle de très graves problèmes physiques aussi, hein, de ces maladies-là. Et je m'en suis sortie, j'avais environ 24 ans. Et là, j'ai découvert l'alcool et le lâcher-prise. C'est fou C'est-à-dire parce que qu'en fait, j'ai t'as fait le assimilé, grand écart. Ouais. T'as fait exactement, le et j'ai contrôle assimilé le extrême lâcher. et après, il fallait que tu lâches les garde-fous. Ouais. C'était ça, parce que du coup, j'étais enfin en bonne santé physiquement, donc je me sentais assez forte, je me sentais en plus assez adulte pour pouvoir boire, etc., profiter de ma vie de jeune femme. Et en même temps, j'assimilais, comme j'avais réussi à guérir au prix d'un très long combat de ces troubles du comportement alimentaire, j'assimilais le fait de m'autoriser à faire la fête et de m'autoriser à boire comme une victoire. Et comme une liberté que je retrouvais, je me disais, je m'autorise à perdre le contrôle. Et ça, c'est le symbole de ma liberté et du fait que je suis une personne normale. Et donc, c'est hyper vicieux. Parce que pendant des années, j'ai assimilé ça, l'alcool, à quelque chose de positif. L'alcool en grande quantité, en plus, c'est quelque chose de très positif. Tu sais, Ouais. je fais la liaison. On a eu dans la docu-série un footballeur américain. Il me disait, il était des fois sous à 16 heures à côté de la piscine en plein après-midi. Et il disait, oh mais ça va, pendant 20 ans, j'étais extraordinaire. J'ai pas lâché une chose, je me suis battu, hein, je mérite, tu vois. Et c'est fou Et voilà. à chaque fois, ce truc de, Assimiler, enfin voilà, en fait, on en revient à ce que tu me disais tout à l'heure, c'est une récompense. Et voilà, enfin, et c'est pour ça que j'en reviens par ce chemin un peu détourné à ça. Je pense que ce rapport complètement vicié que j'ai à l'alcool et à la consommation de la récompense, si on revient à la base, ça provient de ça, quoi. J'ai réussi voilà, à me sauver la vie, bah, du coup, j'ai le droit de boire. tu te sauves plusieurs fois la vie. Et ce qui est génial, c'est de prendre du recul et de comprendre. Souvent, moi, je dis la seule question que vous devez vous poser, c'est mais pourquoi je bois? Pourquoi je bois? Dans quel intérêt? Je sais aussi que tu fais partie, félicitations, de ces 92 Marianne. C'est vrai. C'est bien buzz, j'étais là. Et non, mais c'est Marianne, parce je que je fais sens des pas suites Marianne. d'idées, je fais des suites Pourquoi je d'idées en m'appelle disant, tiens, Marie? on parlait de la France, tu vois, C'est vrai. toi, à travers ça, qu'est-ce que tu veux démontrer? Il y a quelque chose, il y a un message? Alors oui, tu parles de cette série de photos faite par Sylvie Castioni. Exactement, ouais, ouais. C'est pour résumer un petit peu la chose, c'est 92 femmes qui ont été mis en avant, sélectionnées en disant voilà, on veut, tu le diras peut-être mieux que moi, mais c'est un côté girl power peut-être. Oui, et puis je crois en fait, Sylvie Castioni, donc qui est photographe, elle a énormément travaillé dans la mode et pour le cinéma. Et donc c'est vrai que je voudrais pas parler à sa place, mais elle a beaucoup été, comment dire, elle a fait partie des gens qui subliment l'image de la femme, tu vois, vraiment de cette féminité peut-être un peu classique. Et là, j'ai l'impression que, ben, voilà, et elle a vu passer beaucoup de choses dans son métier suite à MeToo. J'imagine qu'elle a eu une prise de conscience. Déjà, elle, en tant que femme, ce sont des choses évidemment dont elle avait forcément conscience, tout ce qui était violence sexuelle et, euh, enfin, oui, situation de la femme dans ce monde des médias, dans ce monde du cinéma. Je, il me semble que maintenant, elle a envie vraiment de mettre son talent, son réseau, sa carrière au service de cette cause. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et ce projet avec donc les 92 de Marianne fait partie voilà, de ce changement un petit peu qu'elle va instaurer dans sa vie et dans son travail. Et donc, elle a choisi 92 personnes qui viennent quand même. Alors, c'est du milieu des médias, de la culture, de l'art. Et on représente, selon elle, eh bien, un peu la diversité, la diversité des femmes en France, quoi. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire cette séance photo. Alors, ça a été très rapide. Bah, déjà, c'est un peu un kiff quand même d'être habillée en Anne avec le bonnet phrygien. C'est très rigolo, Alors, il y oui, avait oui. un truc un peu. Tu revais l'apparence d'un mythe, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très iconique où tu incarnes un symbole. C'est le temps d'une photo, évidemment, mais C'est très je trouve très ça cool. hyper fort. Et puis de me dire qu'avant moi, il y a une autre femme qui a fait la même pose, etc. Enfin, et puis qu'après, il y en aura d'autres, c'est aussi marrant. Euh,
ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a beaucoup parlé ensemble. Enfin, c'est vraiment elle qui s'est beaucoup intéressée à moi, et je trouvais ça hyper touchant d'ailleurs, après qu'on ait fait cette séance photo. Et notamment, elle trouvait ça super que j'ai donc ces deux métiers, journaliste au cinéma et comédienne. Et c'est vrai que j'entends tellement de gens, alors ça vient plus souvent d'hommes, mais j'entends tellement de critiques par rapport à cette double casquette que j'ai trouvé ça génial de parler à une femme qui s'y intéressait beaucoup, et qui trouvait ça tout à fait possible, en fait, finalement, de Mais cumuler c'est plusieurs même choses. complètement lié et légitime, tu vois? Bah oui, bah oui, enfin moi c'est ce que je me dis, à aucun moment ça n'empiète et même ça me nourrit de façon, Mais enfin complètement. les deux s'interpénètrent, les deux métiers s'interpénètrent, enfin il y a une perméabilité et oui, l'un nourrit l'autre, enfin donc moi je vois pas du tout le problème, mais bon. Et donc où est-ce qu'on peut encore voir cette expo? Est-ce qu'elle est encore visible? J'ai un doute parce que je sais qu'on pouvait la voir à Versailles, mais je sais plus si elle y est encore. C'est à vérifier, je vérifierai. Donc, en tout cas, j'étais honorée parce que c'est vrai que j'ai découvert les autres Marianne quand je suis allée au vernissage. Et voilà, c'était génial de voir des femmes dont moi je suis travail, donc de me dire je suis à leur côté, quoi. Et il y avait en effet une belle diversité. C'était une vraie diversité d'âge, une diversité de couleur de peau, évidemment, enfin, de métiers, de... En revanche, je pense qu'on était toutes liées un peu par les mêmes valeurs quand même, évidemment. Mais non, Ah, c'était très beau. tu vois, je Ouais. trouve il y a quelque chose de très beau, c'est que justement cette photographe fait quelque chose qui a du sens. Je pense que c'est ce que tu mets en avant. C'est des rencontres, je pense, la vie aussi. Donc on se rencontre et puis des fois on a un sujet commun et l'union fait la force et c'est pas simple des fois. Donc est-ce que toi tu dirais qu'à partir du mouvement MeToo, il y a eu aussi une parole qui s'est libérée et qui permet aussi justement de décomplexer justement l'alcool, la sobriété? Tu l'as ressenti? Ah, intéressant. Alors, je pense qu'en effet, le mouvement MeToo, j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est très pertinent. Je pense que le mouvement MeToo, alors ça, clairement, genre moi, je l'ai vu en tant que femme, c'est-à-dire même pas en tant que femme qui travaille dans le cinéma, mais juste en tant que femme, à quel point maintenant, entre femmes, il y a une parole qui se libère, c'est-à-dire qu'on parle très librement de tout ce qu'on a vécu. Bon, ce qui est triste, c'est qu'on a toutes vécu des trucs horribles. On dit not all men, d'accord, mais par contre, toutes les femmes. Par contre, toutes les femmes ont vécu des choses et toutes les femmes maintenant savent qu'elles peuvent s'en parler les unes aux autres. Et ça, c'est trop beau, je trouve. Bon, j'espère aussi que maintenant, on peut en parler à des hommes. C'est un fait. Je pense aussi que c'est aussi quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et il y a beaucoup de violences sexuelles ou sexistes qui sont liées à l'alcool. Alors, je sais, ça n'excuse pas, ça Ah, explique parfois grave, évidemment, hein, il y a pas du tout, c'est pas du tout, si un homme nous agresse parce qu'il est bourré, ça n'excuse un absolument rien. prédateur, qu'il soit alcoolisé ou Bon, pas, reste un prédateur. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que normalement, dans la loi, si quelqu'un agresse quelqu'un d'autre ou viole, s'il est sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, c'est censé aggraver, censé Tout être à une fait. circonstance aggravante. Sauf que dans la morale, comment dire, dans la pensée commune, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'une femme, si elle est bourrée quand elle se fait agresser, si elle est alcoolisée, eh bien, ça va aggraver son cas, entre guillemets, ça va aggraver l'image qu'on en aura et la façon dont on va la juger. Si un homme était ivre lorsqu'il agresse quelqu'un, on va l'excuser plus facilement. Et en fait, ça va être une circonstance atténuante. Mais ça, voilà, ça c'est dans la morale. Je pense que depuis MeToo, au niveau de la justice, j'espère vraiment que justement ce facteur alcool est pris très au sérieux. Je pense, il me semble quand même que depuis, oui, 7 ans, il y a des belles avancées. Moi, ce que je remarque aussi, j'ai quand même un certain nombre, moi je suis de la génération milléniale, tu vois. Et nous, on a vraiment l'impression, j'ai l'impression, les gens, les millénials, on a l'impression quand même, en effet, que MeToo a vraiment changé quelque chose dans notre vie, dans nos rapports aux gens, aux femmes, aux hommes. Mais j'ai des amis qui sont plus jeunes, qui ont plus 25 ans, tu vois, donc plus génération Z. Et c'est très intéressant à quel point cette génération-là, MeToo, finalement, elles ont presque grandi avec. Donc, enfin, il y avait moins ce truc, cette cassure, cette remise en question. Et l'alcool est très différent aussi. Le rapport à l'alcool de la génération des femmes, en tout cas, je trouve est hyper intéressant parce que c'est une génération qui ne va pas aussi rapidement vers l'alcool et qui n'en a pas besoin pour sociabiliser. Et moi, ça me réapprend à le faire aussi quand je passe. J'ai notamment ma cousine qui est plus jeune que moi, mais avec qui je m'entends très bien. Et quand je suis avec elle et ses copines et tout, je vois à quel point elles boivent pas, voire peu. Voire, elles boivent peu, voire pas. Et moi, du coup, bah, j'ai pas envie de boire non plus. Enfin, c'est hyper intéressant d'observer ça. Ça, c'est vraiment quelque chose ouais, que je remarque chez les personnes plus jeunes.
et, C'est et qui me nourrit en fait, qui me donne un bel exemple parce que ça me réapprend à faire, à vivre des expériences différentes. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé avec mon addictologue. C'était reconditionner mon cerveau à vivre des expériences sans alcool. Et notamment des choses que j'aurais pu, que j'ai toujours fait avec alcool. Par exemple, je suis allée au concert de Kendrick Lamar il y a quoi, 3 semaines. J'ai pas bu une goutte. trop Et bien. mon copain non plus. Et c'est trop bien, c'était trop bien. J'ai pas arrêté de danser parce que c'était en pleine semaine. Et je me suis dit, non, c'est la semaine, je veux vraiment, vraiment pas boire. Je veux pas, il n'y a pas de raison. Demain, je me lève tôt. Pourquoi je boirais une bière? En plus, c'est le coût de 10 euros. On est à l'arena. Et en fait, c'est vrai que depuis un an comme ça, je redécouvre plein de choses qui me paraissent normales à vivre avec de l'alcool, et je sens à quel point, en effet, le cerveau, faut le reconditionner. Ouais, Et quand on est c'est avec un des muscle, gens hein. qui vivent plein de choses sans alcool, on prend exemple sur elles. Même quand elles sont plus jeunes, hein, on a plein de choses à apprendre des gens plus Ah jeunes que nous. complètement, même au contraire, c'est ce que tu dis qui est très juste, c'est que eux, pour eux, c'est une normalité Voilà. et en fait, c'est ça qu'il faut apprécier. Toi, t'étais quand même déjà dans le futur, parce que quand tu disais que t'étais plus jeune et que t'étais avec ta bière et que tu restais toute la soirée sans et t'étais quand même fofolle et que t'étais toi et que tu vois, tu l'as été. Mm. T'as été comme ça, tu vois. Donc tu le Mm. retrouves, sauf que Ouais, c'est vrai. je pense que voilà, tu vois, il y a ce fait que euh, après la récompense, c'est pas simple. Dans le podcast, on en parlait justement avec Karine. Elle est passée chez Quotidien, son livre, ça a fait un carton, et puis elle dit, c'est fou, je me suis retrouvée dans ma chambre d'hôtel toute seule, et je suis quand même allée chercher un pétillant pour essayer de fêter le truc, tu vois. Et il faut vraiment qu'on arrive à déconstruire ça en disant, mais viens, on fête différemment. Moi, il m'est arrivé un truc, c'était la semaine dernière, il m'est arrivé un truc trop cool. Franchement, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai mis une musique et j'ai sauté sur place pendant 3 minutes, pendant toute la... Et ma femme m'a regardé, elle me fait, ça va? J'ai dit, trop bien. Tu vois? Et je dis pas qu'il faut qu'on devienne des kangourous, tu vois, et encore que si on saute tout le temps, c'est-à-dire qu'on est toujours heureux, tu vois, mais à réussir à se féliciter, tu vois, d'une Ouais. manière différente dans la vie, je pense que tout est modération, entre guillemets, dans le sens que quand tu vas dans les extrêmes, ça marche pas. Ouais. Merci de montrer que c'est possible d'aller à un concert cool et d'être un endroit Ouais. où tu kiffes la musique, tu es avec la bonne personne, c'est cool et on a passé un joli moment. Tu sais pourquoi aussi je pense que ça joue énormément? Parce que avant, on a passé des choses avec l'alcool et on l'a tellement associé en disant c'est parce que j'étais alcoolisé ou parce qu'il y avait l'alcool que c'était cool. Exactement. Oui, oui, comme si on avait besoin, bah, ouais, de ça pour, célébrer, parce que c'est associé à ça. Mais en même temps, je trouve vraiment que, bah, tu vois, pour ce qui est, comment dire? Des expériences qu'on vit avec et sans, pour le coup, moi, il y a une chose qui m'a toujours sidérée, parce que ça n'a jamais été ma façon de consommer, ce sont les gens qui font du sport et qui, à la fin, boivent une grosse bière. Je ne comprends pas. Mais mon copain fait ça, tu vois? Je me dis: «Ah ouais, on est quand même arrivé dans une société où tellement de choses que l'on vit sont censées être accompagnées d'un verre». C'est incompréhensible, c'est fou quand même de faire ça. C'est vraiment fou. On est parti en voyage au Cap-Vert, en janvier, et pareil, c'était hyper intéressant. C'était vraiment le moment où j'avais commencé à compter toutes mes consommations, à m'interroger beaucoup dessus et tout, et je me suis rendu compte que mon copain, le pauvre, vraiment, je parle mal de lui. Je me suis rendu compte que lui, le fait d'être alors en plus, on n'était pas en vacances, on était en voyage. Donc on avait vraiment un côté qui était très itinérant, on faisait beaucoup de rando, on dormait dans des conditions un Ouais, petit peu physique. Ouais, ouais. voilà, donc c'était vraiment, c'était pas, on est avec un cocktail au bord de la piscine, c'est pas du tout ça. Et je me suis rendu compte que lui, il assimilait, le voyage, en tout cas, à l'alcool, tu vois? Parce que, bah, il travaille pas, donc c'est la détente. Et moi, je me disais: «Bah, pas du tout, moi, j'ai jamais eu ça, heureusement, c'est bien un truc que je n'ai pas». Et comme je l'avais en face de moi avec son verre d'alcool, j'avais envie de tremper mes lèvres. Alors, j'avais envie de commander, je me disais: «Commande pas, bois un peu sur son verre», et je me disais: «Bah oui, non, non, ça ne va pas du tout avec le moment». Ou: «Bah, pas du tout, enfin, je veux pas boire de la bière, et quelle idée, en fait. Je viens de gravir une montagne, pourquoi je viens de faire le tour d'un volcan, à quel moment j'ai envie de boire une bière? Pas du tout». Et et donc oui, il y avait un espèce d'effet miroir comme ça, où j'apprenais au fur et à mesure à déconstruire, à me dire: «Alors ça, c'est sûr que cette expérience-là, je n'ai pas du tout envie d'alcool. Ça, j'ai peut-être un petit peu envie, c'est encore un petit peu les dans ma tête. Ça, il faut que je travaille dessus». Donc il y a ouais, depuis un an, ça n'est que ça n'est qu'une auto-analyse permanente qui est très intéressante. C'est pas facile de rester connecté avec quelqu'un qui boit. Je m'explique, pas qui boit, qui est complètement sous, parce que oui, parce qu'à un moment, il y a plus d'échange et puis on parle plus sur la même longueur d'onde, ça marche pas, mais plus
de se dire, et mon ressenti, de dire, mais attends, le moment est tellement cool, l'endroit est vraiment sympa, on a fait un truc qui est vraiment cool en expérience, viens, on reste connecté, tu vois. Viens, Ouais, est-ce que t'as, ouais, tu sais, de dire, mais pourquoi toi tu bois? Tu vois, il y a un truc un petit peu où c'est plus toi, parce que toi tu dis, bah non, en ouais. fait, tout est cool et je suis vraiment dans quelque chose de bien et qui me fait du bien. Et Mmh. puis, pourquoi t'es obligé de fuir, entre guillemets, la réalité, même si t'es pas bourré ou pas pompette ou quoi que ce soit, mais pourquoi t'as besoin d'aller chercher un truc en plus? C'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu vois, quand j'ai commencé à faire mon mois d'abstinence en avril, mon copain, je lui ai dit, ça dit de le faire avec moi. Et lui était en mode, non. Je dis, ok, de toute façon, j'ai déjà moi, je dois déjà me prendre en charge, donc je ne vais pas. Voilà. Et en fait, il l'a fait. Cool. Il l'a fait parce que je pense que justement, ça lui a donné envie. Il s'est dit, bah en fait, je me sens bien de ne pas le faire. Et puis elle a l'air bien, donc. Et ça fait qu'en effet, on était connectés. Il y avait un vrai Trop truc bien. de, eh ben, pendant un mois, on n'avait pas l'impression de souffrir du tout du moment. Bon, moi, de toute façon, je l'avais déjà fait plusieurs fois auparavant, donc je savais qu'un mois, il n'y avait pas de souci. Enfin, que l'arrêt était toujours quelque chose d'agréable pour moi et jamais une souffrance ou une épreuve. Mais c'était hyper bien de redécouvrir toute la vie en couple, sans alcool du tout. C'était hyper intéressant. Ouais, vraiment, ça, c'était une belle Qu'est-ce qu'il en expérience. pense? Un sujet qui est hyper important, de ton ouverture, ça fait un an que tu es vraiment en train de Hum. réfléchir, de te donner des outils. Comment c'est perçu par ses yeux? Alors, il est très mignon. Il me dit qu'il est fier de moi et qu'il trouve ça hyper intéressant, etc. Bah, du coup, en septembre, a priori, on le refait à nouveau ensemble. Donc, super. Ça nous permettra à nouveau de nouvelles choses. Bah, tu vois, en avril, lui, il était convaincu qu'il ne pourrait pas le faire parce que pour lui, c'était le moment où on commençait à pouvoir boire des verres dehors. Et je lui ai Oui. dit, mais oui, mais on va boire de l'ice tea. Enfin, c'est cool. Boire un petit coca, un petit café, enfin, n'importe quoi, en fait. Il y a plein de trucs à boire. On va pas rester enfermé. Et donc, je pense que ça lui a ouvert des portes. Après, j'ai beaucoup été confrontée dans ma vie. Là, ça n'est pas le cas, mais j'ai beaucoup été confrontée à des hommes qui avaient des vrais gros soucis d'addiction. Et où, en fait, ça m'a fait couler avec eux, quoi. C'est-à-dire que c'était trop compliqué. Alors, dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est de partir, où j'ai compris que je ne les aiderais pas, je ne pourrais pas les sauver, en fait. Et où d'ailleurs, ils me le demandaient, hein. Il y avait un vrai truc de Ah oui, d'accord. aide-moi. Ok. Ouais, donc, en plus, ils n'avaient pas la maturité nécessaire pour me dire je vais me soigner, je vais m'aider moi-même, et puis tu n'as pas à être ma psy ou mon infirmière. Et donc, c'était horrible, quoi. Donc, là, maintenant, je suis un Est-ce peu que genre, je peux faire oh, mon psychologue de comptoir et tu vas te foutre de moi, mais quoi. est-ce que aussi, tu sais, on n'attire pas un peu les gens qu'on est à une période? Est-ce que t'étais pas aussi, parce que tu me disais que tu étais quand même dans une consommation un peu. Oui, alors oui, sauf que moi, c'est vrai que j'ai toujours, pratiquement oui, j'ai toujours eu heureusement ce bon truc, c'est-à-dire que l'alcool ne fait pas ressortir de mauvais côtés chez moi. Ok, Je suis très joyeuse. En fait, je suis quelqu'un de très énergique et de ok, joyeux de base, et ok. encore plus. C'est-à-dire que je vais prendre encore plus vite, faire encore, enfin voilà, je vais être encore plus une pile électrique, et puis, mais je vais être très joyeuse et pas du tout. Et je vais même plutôt être le genre de personne, tu sais, contrairement à ces personnes qui ont tendance à s'énerver quand elles boivent. Moi, sur le moment, je vais rien prendre à cœur. Et le lendemain, je repense à des trucs, je fais, mais j'aurais dû m'énerver là. Pourquoi je l'ai pas fait ça. Et je suis très bonne patte quoi quand je bois. Et en revanche, les mecs avec qui j'étais, c'était l'inverse. C'est-à-dire, c'était des hommes qui pouvaient devenir violents, qui pouvaient Ah oui, devenir, que j'empêchais de se battre systématiquement, tu vois. Donc oui, moi, j'étais aussi peut-être dans une consommation qui était plus décomplexée et plus frénétique à l'époque, en effet. Mais eux avaient des problèmes comportementaux, quoi, quand ils je buvaient, comprends. contrairement à moi. Ouais. Et ta relation actuelle, Ah, c'est que je me dis, je ne veux surtout pas me confier une mission parce que je sais, voilà, je sais que ça ne marche pas. Et en fait, il faut que ça soit un grand garçon, quoi. Il faut qu'il se prenne en main si jamais il va interroger. Et lui, c'est vrai qu'il est dans une autre, il est encore dans une autre dimension que la mienne. Lui n'a aucune culpabilité, aucune remise en question. Bon, bah, écoute, malheureusement, moi, en effet, à part peut-être montrer un peu le bon exemple. mais en fait, tu vois, tu dis bon exemple, c'est un exemple qui est ton exemple, Oh, pardon. et c'est Voilà, ça que je trouve ça trop cool parce que tu dis, en fait, c'est pas ta mission, mais en fait, ta mission à toi, c'est de te sentir bien. Et en exactement. fait, normalement, ça transpire après, tu vois. Tu l'as dit tout Ouais. à l'heure, ah ben, elle s'éclate et tout, elle a pas besoin. Ah putain, c'est cool, bah, vas-y, je le fais avec elle. Et tu donnes, oui, si j'aime pas dire le mot exemple parce qu'on n'est pas des exemples, mais tu montres, tu prouves que c'est possible et que
bah, tais-toi et c'est cool et ça marche et ça fonctionne. Donc, je pense que, ouais, d'inspirer comme ça, c'est le but. Et plus on va avoir des personnes qui sont inspirantes comme ça, je pense qu'on va avoir envie de. Bah, et puis, tu vois, je pense aussi que dans notre relation, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et on va pas se mentir. J'ai aussi beaucoup été celle qui tendait la première bière, tu vois. Donc, c'est vrai que, bon, bah là, ça serait quand même un petit peu hypocrite de ma part de chercher à lui dire, tu devrais vraiment faire comme moi, te Ouais, et puis faire suivre, questionner ta non, consommation. c'est pas du tout l'objectif, c'est sûr. Après, j'aime bien que tu dis ça parce que moi, c'est le même cas. J'étais le plus gros fêtard de Paris, j'étais dans l'after de l'after de l'after, je voulais jamais que ça se finisse. Et puis maintenant que je suis un peu le militant de la sobriété, les gens se disent, ah, il se fout bien de notre gueule pendant des années, il s'est minable, et puis maintenant, Après, je pense que tu renvoies aux gens quelque chose qui les renvoie à eux-mêmes. Donc, je ça les énerve aussi, Je tu pense que vois. ça titille toujours, on était toujours un peu le miroir forcément. Mais moi j'ai de l'orgueil et tu sais, on m'a dit il y a un an, on m'a dit ouais mais tu t'es militant de la sobriété, tu fumes la cigarette. Et bah le lendemain j'ai arrêté la cigarette, par orgueil. Et je me suis dit, voilà, tu vas pas avoir orgueil de dire, ah ouais, d'accord, donc c'est ça. Et je me suis dit, et en fait, c'est con, parce que je me suis dit, après, j'ai décousu les choses, et comme toi, tu fais très bien, et tu essaies de comprendre le pourquoi du comment, et je me suis dit, mais c'est vrai, ils ont raison. En fait, je me fais du bien partout, je fais du sport, j'essaie de manger équilibré, voilà. Et puis, je fume la cigarette, ça n'a aucun sens, enfin, tu vois. Mais Toi, bon, après, c'est aussi une chose après l'autre. Mais c'est vrai que moi, ce dont je me suis rendu compte, en tout cas, dans les phases d'abstinence totale à laquelle je m'astreignais, et d'ailleurs, hein, j'ai pas précisé, mais quand je disais abstinence d'alcool, c'était de tout le reste, de tout, 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 tout. C'est-à-dire parce que moi, je peux fumer des clopes quand je bois. ok. Tu vois, en fait, j'ai vraiment une consommation qui est très compulsive. Je ne touche pas une clope si je ne bois pas. Et si je suis le vendredi soir et que je fais la fête, je peux fumer un Un demi-paquet, voire un paquet, paquet, ouais, sans ouais. problème. Et après, le lendemain, j'ai plus envie. Et bon, enfin voilà, et donc c'était pareil, c'était si je devais prendre l'avion, je prenais pas d'anxio, alors que j'en prenais un moment. Donc vraiment, je me disais non, c'est rien du tout, c'est l'abstinence totale, absolue. Et je me rendais compte que ça générait une nouvelle addiction, mais qui était très saine, celle de l'abstinence totale, c'était le fait d'être fier de soi. Parce que bon bah moi, je suis pas quelqu'un qui est très content de soi hein, de base, que je n'ai pas une grande estime de moi. Et le fait de me prouver que j'étais capable de me débarrasser de tout ça, même si c'était pendant un temps donné, ça me rendait hyper fière et cette sensation de contrôle, mais qui n'était pas malsaine, qui était du coup du contrôle sain, puisque j'étais juste mieux avec moi, avec les autres, et puis j'enlevais juste les mauvaises choses de ma vie. Je me disais, ah, mais je suis accro à ça en fait. C'est ça, ça fait que chaque jour de sobriété n'est pas une souffrance, parce que c'est un plaisir d'être fier de soi. Je pense que toi, tu sais très bien de quoi je parle. Ah, moi, ça me touche en plein cœur et le moment où le récompense, ça doit être celui-là, tu vois. Après, chacun, Oui, on est tous exactement. différents et tout, Ça. mais si on peut un peu appuyer sur ça pour donner un chemin en disant ça peut être quelque chose Ouais. de vraiment bénéfique. Et je crois que quand on arrive à se débarrasser de ces addictions, on découvre au fur et à mesure comme ça plein de choses dont on est capable et chacun va à son rythme. Voilà, moi je me suis pas arrêtée de boire. Malheureusement, je continue encore à boire et donc je suis vraiment dans un. J'espère que ça va aller de mieux en mieux et vers de moins en moins d'alcool et je fais tout pour. Mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment où on se regarde vraiment dans la glace, où on n'est plus dans le déni, il y a plus de marche arrière. Je pense que quand on sort du déni et qu'on regarde vraiment on est très nombreux à avoir un petit problème d'alcool, petit ou gros hein, d'ailleurs, hein, mais même le petit problème, même juste tous les week-ends, c'est un petit problème. Donc un problème doit être vu en face, regardé en face. Et à partir du moment où on regarde le problème en face, il y a plus de marche arrière et tant mieux. C'est comme ça qu'on grandit. C'est une force de demander de l'aide. C'est une force de demander de se faire accompagner. C'est une force de comprendre les mécanismes. Oui. On les connaît pas. On n'a pas été câblé. Donc, Exactement. Et juste, oui, pour finir, c'est vrai que moi, j'ai vraiment découvert que par rapport à mon parcours, à ma vie à moi, c'est pas parce que vous finissez pas là dans votre vomi, c'est pas parce que qu'il n'y a pas des choses à améliorer en fait. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas parce que votre travail n'a jamais été impacté. Moi, j'ai pas eu de grave accident comme toi. Il n'y a pas eu de moment où voilà, vraiment, je me suis fait mal, où je me suis où il y a eu une vraie mise en danger. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas. On peut améliorer notre rapport à l'alcool, même si on a l'impression qu'il ne nous crée aucun souci parce que on peut toujours faire mieux. Et s'il ne nous crée pas de soucis aujourd'hui, ça sera sans doute pour demain. Donc, c'est au mieux vaut anticiper, quoi. arrêter, je sais pas, une semaine, 3 jours, 2 heures, j'en sais rien, mais rien que pour se tester, c'est cool. Oui, Vraiment, oui.
Et on est souvent surpris de ce qu'on est capable de faire. Donc, en effet, moi, j'ai vraiment envie de dire, essayez, vous allez voir, en fait, on Mais est c'est la souvent vie, surpris la de... vie, c'est de créer et d'essayer. On est l'acteur de son film de Ouais, vie et il faut ouais. essayer des choses. Et je te remercie du fond du cœur. Écoute, j'ai passé Merci un à moment toi. extraordinaire, c'est hyper inspirant. Merci pour ta confiance, merci pour ce partage. C'est un vrai cadeau. Dans ton futur, là, il y a quelque chose qui va arriver. Tu as des choses à nous partager? Alors là, je viens de passer un casting très important pour un premier rôle sur une série la semaine dernière. J'attends encore la réponse. Donc voilà, j'espère avoir une bonne nouvelle, mais voilà. Sinon, je travaille encore, sur des gros articles, sur des enquêtes qui vont paraître bientôt. Marine, Voilà. fais-moi une promesse. Et là, c'est les yeux dans les yeux, même si on est en visio. Que ce soit positif ou négatif, il n'y aura pas de demi derrière, de demi de bière ou de je sais pas quoi, de quoi que ce soit. Donc Après voilà, ce, maintenant? après ce coup de téléphone. Ah non, Parce ah non, pas du tout. tu vois, Pas du tout envie. t'attends une nouvelle pour ce Ah rôle. oui, non, non. Non, non, Tu vois, d'accord. Alors, je vois ce que tu veux dire. tu vois Alors, non, tu vois ce que je veux dire? Si c'est positif, va pas nous fêter ça avec une bière, s'il te plaît. Et si c'est négatif, va pas voilà, nous déconstruire ça avec une bière. en fait, j'ai cru que tu me disais, après notre conversation, je Ah me dis, non, le bon, truc je me dis, horrible. après. Je te mets au pied du mur. Qu'est-ce que tu vas faire après ce coup de téléphone, qu'il soit positif ou négatif? Donc, quand j'aurai appris est-ce que je suis prise ou pas sur Ouais, la que ça série, soit positif ou négatif. bah, ça sera pas la même chose. Alors, je pense que en vrai, si c'est négatif, tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et je vais marcher. Ok, Et je vais marcher, comme je fais beaucoup dans Paris, en fait. ok. J'adore marcher. Enfin, je suis quand même assez sportive et c'est quelque chose que j'aime profondément faire. Donc, je pense tout simplement marcher, écouter de la musique et ne surtout pas rester enfermé dans mon studio à ruminer. Et si c'est positif, bah, je vais évidemment appeler tout le monde pour prévenir tout le monde. Là, il y aura un truc de... Je vais partager le moment, en fait. Voilà, je vais Ok. partager. À bientôt, Marine, et merci À beaucoup. bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.